Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce 10e épisode du balado 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Plan B à Rawdon. Très content de tourner ce 10e épisode. On dirait que c'est un plateau quand même assez intéressant, 10 dans la saison 1. Donc très content de faire ça aujourd'hui pour revenir sur la 14e épreuve de la saison 2025 dans la NTT IndyCar Series. C'était la 5e course en l'espace de 4 fins de semaine, avec beaucoup de voyagements pour les équipes. Et on était à Mid-Ohio, en Iowa, à Toronto et finalement à Laguna Seca, en Californie. Une magnifique piste à Monterey. C'est très beau là-bas, sur le bord de l'eau, sur le bord du Pacifique, quelque peu au sud de San Francisco. Mais je pense que tout le monde est content aujourd'hui de tomber en petite pause suite à cette fin de semaine-là, parce que ça a été vraiment un gros mois de juillet pour toutes les équipes. Juste pour vous mettre en perspective, le dimanche, suite à la course de Toronto, quelques écuries ont retourné à leur bureau, si on veut, à Indianapolis, avant de se diriger vers Laguna Seca. Mais j'avais regardé pour le fun combien de temps il y avait entre les deux villes, entre Toronto et Monterey. On parlait de 36 heures. Donc, il ne faut pas oublier qu'avant une fin de semaine de course, les écuries doivent bien sûr s'installer pour être sûr d'être capable de bien être installés justement à chaque piste. Il y a beaucoup de temps pour ça. Donc, pas beaucoup de temps justement pour les écuries, justement pour se reposer et se préparer pour la course suivante. Donc, Laguna Seca, c'était la 14e de 17 épreuves dans cette saison 2025. Mais au-delà de la piste, puis à quel point c'était vraiment une belle fin de semaine là-bas, il y a eu quelques enjeux au courant de la fin de semaine avant que je passe avec tout ce qui s'est passé en qualification ainsi qu'en course. Première des choses, il ne faut pas oublier que le principal endroit où ce que les gens suivent la série, c'est dans le time zone, dans l'heure de l'Est. Donc, Indianapolis qui est tout juste dans l'heure de l'Est. Donc, pour que les pratiques ou qualifications ou courses soient une heure raisonnable pour les gens de l'Est, ça veut dire que c'est 3 heures plus tôt ou 3 heures plus tard là-bas. Donc, admettons, si la qualification est à 10 heures le matin ici, ça veut dire qu'il est à 7 heures à Laguna Seca. Donc, il y a eu beaucoup d'enjeux tout au long de la fin de semaine. Ça n'a pas été aussi tôt que ça, mais la pratique du samedi a été annulée en raison du brouillard. L'hélicoptère, n'a pas été capable de se rendre à la piste. Il y a un hélicoptère médical qui n'a pas le choix d'être là. Comme ça, s'il arrive un gros accident, ils peuvent l'amener à l'hôpital à partir de l'hélicoptère. Donc, pratique annulée lors de la pratique de la journée du samedi. Donc, ça fait une séance de moins. On a décidé de changer aussi le warm-up du dimanche. On l'a mis le samedi en fin de journée pour être sûr qu'on n'avait pas le même problème le lendemain. Et finalement, on a très bien fait parce que le dimanche a été la même situation. C'est très proche de l'océan Pacifique. Donc, dès qu'il y a du brouillard, du fog, c'est ça qui est problématique. Donc, et je ne sais pas pourquoi on a fait ça cette année, parce qu'on le sait, c'est pas la première fois que ça arrive, mais on a quand même décidé de mettre des pratiques ou des séances un peu plus tôt au courant de la journée. Donc, ça a fait beaucoup réagir dans cette journée du côté de Laguna Seca. Donc, maintenant, pour passer à la séance de qualification. Qu'est-ce que je retiens, encore une fois, c'est que on sentait vraiment que le gagnant de cette course fait partie de la pole. Ça semble logique dit comme ça, mais Pato O'Ward était rapide vendredi. C'est lui qui chauffe Palou au championnat des pilotes. Mais dans le cas de Pato, on sentait qu'il fallait justement qu'il aille chercher cette pole position pour espérer gagner la course et justement pas espérer qu'Alex Palou s'échappe avec la victoire. Mais mauvaise nouvelle pour Pato, mais pas de mauvaise nouvelle parce qu'il a pratiquement fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire partir en pole, mais il est parti deuxième. Mais c'est surtout Alex Palou qui a sorti le meilleur temps de la fin de semaine sur son dernier tour en qualification pour signer sa 5e pole de la saison. Laguna Seca, c'est probablement sa piste où il a le plus de succès depuis le début de sa carrière en IndyCar, Alex Palou. Juste pour mettre en perspective,
avant cette fin de semaine-là, il a gagné toutes les courses, sauf une où il était parti en pole depuis le début de la saison, et c'était à Mid-Ohio, et ça a pris une erreur sur un tour avec 5 tours à faire à l'arrivée qui a donné la victoire à Scott Dixon. Donc, plus souvent qu'à son tour, lorsqu'il part en pole, Alex Palou, j'étais sur le bord de l'appeler Alex Polou, mais dans son cas, plus souvent qu'à son tour, va se retrouver en première place pour justement après cette course. C'était une course de 95 tours, donc il y avait beaucoup de choses à planifier et ça partait vraiment de cette séance de qualification. Comme j'ai dit, Pato O'Ward qui se qualifie en deuxième place. Il était très rapide toute la fin de semaine. Si Palou ne va pas chercher ce temps aussi réussi que ça, par quasiment 3 dixièmes de seconde, ce qui est beaucoup en IndyCar en séance de qualification, Pato O'Ward probablement va chercher la pole, mais il part deuxième quand même. Quand même beaucoup de positifs du côté de McLaren. Ça a été un mois de juillet très, très, très productif au niveau des points, des résultats aussi. Mais c'est ça. Il manquait une position pour aller chercher la pole position. Mais c'est son coéquipier, pas son coéquipier, son rival, pardon, Alex Palou, qui va chercher la pole position du côté de Laguna Seca. Justement, on va aller écouter les commentaires de l'auteur de la pole position, Alex Palou, et aussi du pilote mexicain, Patricio O'Ward. Yeah, absolutely. It's been an awesome weekend, an awesome year. Yeah, honestly, the car was really good already in practice one. I mean, nobody did practice two, but yeah, I mean, we didn't really know what was going to happen today. Just didn't know what the track conditions were going to be. We made some changes on the car, and we just kept them. We trusted that they were going to be on the right direction. So yeah, super happy that we got to fight for pole. We got the pole and starting on the best spot tomorrow. What else? You think? A little bit, yeah. Or no? No, I think it was not very close. We've definitely seen closer ones before, but it's my best start here, so I'll take that. Yeah, I think Alex just did a really, really strong lap. My qualifying was a bit more scrappy, really, especially from Q2 to Q3. I mean, I found 4/10, but it's needed 2 more to be closer. But yeah, we'll take that tomorrow. Yeah, right there. Yeah, absolutely. It just makes it that much harder whenever the one that you're trying to beat is having as good of days or better. Yeah. So yeah, it just makes us push even harder, and I think that's going to be a great opposition in view going into turn 2. Ce que je trouve intéressant dans cette séance de qualification-là, c'est que, justement, on sent que Alex Palou a senti la pression d'aller chercher ce tour aussi rapide-là pour aller chercher la pole, parce que Pato était probablement le pilote le plus hot, le plus en feu, si on veut, depuis les dernières courses. Il avait gagné du côté de l'Iowa une des 2 courses, et aussi à Toronto la semaine dernière. Donc, on sentait que c'est bon de voir ça parce qu'au-delà de la domination d'Alex Palou dans cette saison 2025, c'est qu'on sentait jamais qu'il y avait de la pression derrière ou qu'il avait à justement pousser sa voiture au maximum, son talent. On dirait que tout allait dans le bon sens. Mais là, qu'il sorte ce tour-là pour aller chercher la pole position, pour moi, ça démontre à quel point Pato O'Ward a fait ce qu'il avait à faire dans les 2 courses précédentes, pardon. Et Alex Palou a senti la pression, puis il a délivré parce qu'il savait que s'il voulait quitter Laguna Seca et espérer s'assurer du championnat le plus rapidement possible, ça lui prenait une bonne séance de qualification. Ensuite, pour compléter sur la qualif, Colton Herta qui part 3e aux côtés de Joseph Newgarden, 5e Will Power et 6e David Malukas. Je vous donne seulement le Fast Six parce que c'est important pour moi de surtout parler de Joseph Newgarden et de Will Power. Souvent, j'ai été très critique sur l'écurie Penske, mais ça a été une première fin de semaine où il n'y a pas eu d'incident pour cette écurie-là. Je pense que tout le monde quitte Laguna Seca après, juste avant cette semaine de congé avec le sourire, même si c'est pas nécessairement une pole position, mais de retrouver 2 des 3 pilotes justement dans le Fast Six pour se battre pour la pole position. Pour moi, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait entre Toronto et Laguna Seca, mais de les voir 4e et 5e, Newgarden et Power, certainement qu'on était très contents du côté de l'écurie Penske. Et aussi, on va y revenir dans quelques instants,
mais les résultats en qualification ont mené à des bons résultats en course. Donc, c'est ça l'important chez cette écurie-là, du côté de Laguna Seca. Et maintenant, la course. Une course de 95 tours qui avait lieu dimanche. Et qu'est-ce qu'on devait s'attendre? C'est à beaucoup de chaos. Pourquoi? Parce que le virage numéro 2 à Laguna Seca sur le premier tour, souvent, ça mène à des accrochages. Ça s'est quand même bien passé de ce côté-là pour justement le deuxième virage, mais on a eu droit à beaucoup quand même de neutralisation au courant de la course. Je vais casser le punch tout de suite et vous annoncer qu'Alex Palou a gagné à partir de la pole position. C'est sa 8e victoire cette année. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu ça, autant de domination. Et là, s'il va chercher la victoire dans les 3 dernières courses de la saison, ce qui me surprendrait bien gros, mais ça pourrait arriver de la manière qu'il domine depuis le début de la saison, mais pourrait battre le record de tous les temps de 10 victoires en une saison. Donc, c'est pas impossible, mais il le fait. Il fallait s'y attendre parce que Laguna Seca, comme j'ai dit tantôt, c'est probablement la piste où il y a le plus de succès. C'est sa 3e victoire du côté de Laguna Seca. Donc, dans le cas de Palou, 8 cette année, 19 en carrière. Je me suis toujours demandé, puis c'est certain que je vais avoir la chance de le faire avec lui la prochaine fois que je le croise, lui poser la question si quand il a pris la décision de s'en venir en IndyCar à partir de la saison 2020, s'il s'attendait en 2025 de regarder et avoir son palmarès et voir 19 victoires, 3 championnats, bientôt 4. C'est une question de temps avant que ça arrive, là, dans le cas de Palou. Mais c'est impressionnant. J'ai jamais vécu ça de mon vivant ou depuis que je suis au moins la série IndyCar. Ça me rappelle des belles années de Sébastien Bourdet il y a bien des années chez New Menace où il avait vraiment une voiture dominante. C'était une autre époque. Il y avait beaucoup de... C'est au moment de la séparation aussi entre la série Kart ou série Champ Car et la série IndyCar où les écuries ont vraiment décidé de se séparer. Ils ont fait 2 séries complètement différentes. Et finalement, à un moment donné, le Champ Car aussi, il y a eu un problème. On a cessé les activités dans le Champ Car, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu ça. On est vraiment chanceux. Chanceux dans notre malchance, mais je suis un peu à court de qualificatifs pour voir qu'est-ce qu'on voit cette année avec Alex Palou. Il faut s'attendre à ce que lors de la prochaine course à Portland, c'est aussi une de ses très bonnes pistes. C'est pas impossible qu'il gagne la semaine suivante du côté de Portland. Après ça, c'est 2 courses sur circuit ovale. Ça, c'est là où peut-être on peut s'attendre à d'autres choses. Mais dans le cas de Palou, il va chercher la victoire, mène 84 des 95 tours de la course. Mais qu'est-ce que pour moi qui a prouvé sa domination puis à quel point il était capable de délivrer un bon résultat malgré la pression, c'est qu'en fin de course, il y a eu des neutralisations au 78e et 85e tour, des accidents, des pilotes qui ont été pris dans des endroits où justement on n'avait pas le choix de mettre un drapeau jaune. Mais à ces 2 occasions-là, il était capable de relancer sa voiture parce qu'il y avait quand même une avance assez confortable au moment de ces drapeaux jaunes-là. Il était capable de maintenir son avance lors de la relance et même gagner environ 1 seconde par tour. Ce qui fait que on dirait qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il y avait à faire, même si les pilotes derrière lui avaient peut-être une chance de comme reprendre le dessus ou d'essayer de le challenger pour la victoire. Il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait du côté d'Alex Palou. Aussi, sur le podium, Christian Lundgaard qui va chercher la 2e place. C'est son 5e podium cette année pour le pilote danois. Et un peu comme Pato l'a fait à Toronto, vous allez le voir au même moment, là, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire dépasser les voitures en piste parce qu'il n'avait pas nécessairement obtenu une bonne séance de qualification, mais justement... Il a décidé de faire l'undercut, je l'avais expliqué lors des derniers épisodes. Et fait l'undercut, fait des dépassements pour se placer là. À certains moments, je me suis dit, il va peut-être être capable de mettre de la pression sur Palou et de le forcer à l'erreur. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais 5e podium à sa première année chez Arrow McLaren, très
très surpris et agréablement surpris par la performance de Lundgaard, qui est toujours en quête d'une première victoire cette année avec sa nouvelle écurie. Lui qui en a une en carrière du côté de Toronto en 2023. À ses côtés, sur le podium, sur la plus petite marche du podium, c'est le pilote californien Colton Herta. Herta qui va chercher seulement son 2e podium cette année. Une saison en dents de scie chez le pilote d'Andretti Global. Lui aussi, a fait quand même des dépassements pour être capable de se placer là. C'est son 2e podium après celui de Détroit au mois de juin. Mais Herta, incapable d'aller chercher sa 3e victoire en carrière du côté de Laguna Seca, l'a dit que c'était probablement sa piste favorite du côté des États-Unis et avec raison. C'est magnifique là-bas. Mais toujours pas de victoire cette année pour Colton. C'est ça qui me fait demander justement de savoir qu'est-ce qui va se passer pour lui d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'il va être capable de chercher une victoire du côté d'Andretti? La question se pose. Probablement sur circuit ovale en fin de saison sera à surveiller le pilote américain. Voici justement les commentaires après la course des 2 pilotes qui ont complété le podium. Je vais le faire différent. Pas parler juste d'Alex Palou. Voici Christian Lundgaard et Colton Herta suite à la course en Californie. Yeah, I think with the amount of DEG that we had, I think the alternates they were lasting from a pace perspective, but again, balance was very tough at the end of stints, and I knew that from my own first stint. So really, it was just a very similar race for me compared to Barber. Used the undercut and attack, and it worked, and I knew I had to surprise him, so I did it into 11 instead of waiting for the main straight. But always fun racing. Yeah, it was fun. And at the end of the race too, I think it was, I kept him on his toes at the end, and unfortunately he got behind me in that pit exchange, but it's fun when you get to race here, when you have deck like we did, and it opens up lines and allows more raceability. It makes this place a lot of fun. For me, this is my favorite racetrack in the country. And it really is. I treasure every moment that we get to bring IndyCar here. It's a super track, and it deserves IndyCar, and it needs IndyCar. And it's we go well together. So love racing IndyCars here. Love the ability that the track kind of weathered and opened up lines, and now you can race here a lot better than the last 2 years. And I think it shows that it earned its spot on the calendar for sure this year. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la séance de qualification et à quel point Pato O'Ward se devait d'espérer terminer devant Alex Palou. Et pour moi, la seule chose qu'il pouvait espérer, c'est de terminer sur la plus haute marge du podium. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ça m'amène sur un point. Il a terminé 4e en passant. Chose que j'ai moins bien aimée, ou que je peux comprendre en même temps parce que c'est une série qui est extrêmement compétitive, mais de voir Christian Lundgaard, qui est plus loin au championnat, dépasser Pato O'Ward, moi, ça m'a tracassé parce que tu travailles dans la même écurie. C'est certain que c'est pas le même monde. Chaque pilote est un peu sur sa propre page, si on veut. Mais j'aurais aimé ça voir un peu d'aide de Christian Lundgaard ou de Nolan Seagull. Ça n'a pas été le cas. Pato qui termine 4e, ça fait que la différence de points entre la première et la 4e place est quand même assez immense. Et ça enlève pas mal de chances à Pato O'Ward. Déjà que les chances étaient assez minces, mettons, après Toronto. Il avait fait suffisamment pour ramener l'écart un petit peu plus respectablement. Mais là, ça n'a pas été le cas. Termine 4e. Donc, je pense que c'était la fin de semaine où Pato avait peut-être le plus de chances d'aller chercher la victoire parce qu'il avait dominé en pratique, partait 2e. Mais on ne l'a senti pas dans le coup nécessairement tout au long de cette course. Je vous ai souvent parlé de Scott Dixon aussi. Scott Dixon partait 19e. Autre séance de qualification, vraiment, c'est un peu incompréhensible. Qu'est-ce qu'on voit de Scott Dixon des fois en qualification. Et là, il partait 19e, mais encore, on sort un miracle. Et se place en 5e place au terme de la course. C'est son 7e top 10 de suite. C'est beaucoup, là, 7 de suite. Là, ça évite. Il y a 27 pilotes en piste. Là. Si tu as moindrement une erreur ou que tu prends une pénalité ou un accident, tu es en dehors du top 10. C'est pas comme si tu avais seulement 9 ou 10 voitures en piste. Mais encore une fois, il se met en 5e place. Et de quelle façon? Pour moi,
C'est ça qui fait que Scott Dixon est 6 fois champion de la série IndyCar. Encore une fois, le prouvé avec ce top 10 du côté de Laguna Seca. Lors des 2 derniers épisodes aussi, je vous ai parlé de Callum Ilott et en fait de son écurie Prema Racing. Ça fait maintenant une 3e fin de semaine de suite où cette écurie-là améliore son meilleur résultat à vie. Après Robert Schwartzman qui avait obtenu une 9e place en Iowa et Callum Ilott une 8e place à Toronto, cette fois c'est une 6e place pour cette écurie-là. Partait 24e en course. On lui a donné le trophée du pilote qui s'est le plus amélioré en course pour celle-là, en grimpant de la 24 à la 6e place. Vraiment impressionnant. Et la question se pose maintenant à savoir s'ils vont être capables de peut-être se glisser sur le podium d'ici la fin de la saison. Quand tu es une écurie de première année, ou dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu veux t'attendre à avoir une certaine progression. Tu veux pas rester comme ça. Puis c'est ça l'important. Puis c'est des pilotes jeunes, des pilotes peu expérimentés, mais tu veux voir cette courbe qui progresse chez Prema. Et en ce moment, on la voit. J'ai bien hâte de voir d'ici la fin de la saison et même l'année prochaine, voir comment on va progresser encore. Est-ce qu'on sera capable, dans un délai respectable, d'aller chercher une première victoire ou du moins un podium? Ben, pour moi, de voir après cette pole à Indianapolis de Schwartzman, c'est une première saison réussie dans l'ensemble pour l'écurie Prema. Maintenant, je n'avais pas parlé de quelques pilotes Penske, mais là, je vais le faire. Will Power qui termine 7e. C'est enfin un bon week-end dans l'ensemble. Je l'ai parlé tantôt du côté de Penske. Une 7e place. Bon, c'est juste 7e, mais avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois chez cette écurie-là, Power et même Roger Penske et Scott McLaughlin qui termine 10e et Joseph Newgarden 11e, les 3 sont dans le top 11, puis pas d'incident, absolument rien à se reprocher en fin de semaine. J'ai bien hâte de voir, parce que Portland, ça risque d'être une terre pour Chip Ganassi Racing. Après ça, Milwaukee, Nashville, on sait que les pilotes Penske sont toujours très rapides sur circuit ovale. Mais dans le cas de Power, McLaughlin, Newgarden, résultat très satisfaisant pour tomber ensuite en vacances pour une semaine avant la prochaine course. Encore une fois, Marcus Armstrong se retrouve dans le top 10. C'est un peu incroyable ce qu'on voit du côté d'Armstrong avec l'écurie Meyer Shank Racing constamment se retrouve dans le top 10. Et encore une fois, c'est le cas cette fin de semaine. Christian Rasmussen termine 9e. Rasmussen aussi, on se demande si peut-être il pourrait avoir un meilleur volant, mais un autre top 10 pour lui. Toujours agressif en piste. C'est ça que j'aime de Christian Rasmussen. Il est toujours prêt à faire ce qu'il a à faire pour aller chercher des meilleurs résultats parce qu'il n'est pas dans la meilleure écurie. Il est avec Ed Carpenter Racing, mais une 9e place, certainement satisfaisant pour le pilote Rasmussen. Aussi, peut-être un petit point sur Nolan Siegel. Nolan Siegel qui est résident de Palo Alto en Californie, tout près de Laguna Seca. C'est sa piste locale, si on veut. Mais même s'il termine 18e, il y a une note très intéressante là-dessus, c'est qu'il a mené ses premiers tours en carrière. Le jeune pilote californien en a mené 11 en fait, parce que Palou en a mené 84 sur 95 et le restant, ça a été justement Nolan Siegel. Mais on s'attendait peut-être à ce moment-là que Palou pourrait le dépasser facilement. Je ne sais pas si Palou a fait volontairement rester derrière pour justement sauver ses pneus, sauver d'essence pour être capable de rallier le fil d'arrivée, mais on sentait Siegel qui s'échappait quand même, et c'est ça qui est intéressant. Et dans le cas de Siegel, est-ce que ça va lui donner un petit peu de boost pour la suite de sa carrière? Ce sera à surveiller. Après Toronto, je vous ai parlé de Kevin Simpson et j'appréhendais cette fin de semaine-là. Il disait que justement, c'était probablement une bonne piste pour lui. Mais il est retombé sur terre assez rapidement cette fin de semaine. C'est pas de sa faute nécessairement. En fait, c'est dur à juger, vous allez le voir à la reprise, mais dès le premier tour, accident avec Felix Rosenqvist, qui encore une fois est malchanceux, est impliqué dans un accident où c'est pas vraiment de sa faute, si on veut. Mais dans le cas de Simpson, ça s'est terminé au tour 1. C'est décevant après son premier podium à carrière à Toronto. Mais je suis content de voir que finalement les deux pilotes n'avaient pas de blessure suite à ce contact qui était quand même sévère. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vous l'avez vu à la reprise,
mais la manière dont il a frappé le mur extérieur de béton, ça va être quand même assez dangereux finalement. Pas de dommages dans le cas de Simpson, ni du côté de Felix Rosenqvist, mais à voir la suite des choses dans le cas de Simpson, déjà un podium à sa 2e saison complète, je suis certain qu'il est très, très, très content. En terminant sur la course, il y a un point qui me chicote drôlement. C'est important que j'en parle. C'est arrivé 2 occasions dans cette course-là. Ça me laisse pas le choix, en fait, d'en parler. C'est que l'IndyCar, souvent, prend la décision de retarder le drapeau jaune pour laisser la chance à tout le monde de s'arrêter au puits. Donc, pour pas désavantager ceux qui se sont arrêtés plus tard. Et moi, j'aime pas ça parce que il y a une raison pourquoi les pilotes décident de s'arrêter, faire l'undercut avant, c'est d'espérer aller plus vite. Mais s'il y a une neutralisation qui tombe après, bien, la personne qui ne s'est pas arrêtée va se retrouver derrière. Mais là, volontairement, on prend la décision de dire, bon, on va attendre, laisser la chance à tout le monde de compléter un tour puis d'arrêter au puits. Moi, ça me gosse. Ça me gosse littéralement. J'ai pas le choix d'en parler. Puis, qu'est-ce qui me... Parce que si tu le fais, puis il n'y a pas une situation où c'est dangereux pour les pilotes en piste ou le pilote qui a mené à cette neutralisation-là, je suis capable de vivre avec. Mais à 2 occasions dans la course, dans un virage rapide ou dans un endroit où c'est extrêmement dangereux, vous la voyez à l'écran, on a décidé d'attendre avant de donner un drapeau jaune, une neutralisation. Et ça, j'aime pas ça parce que la première, Rinus VeeKay qui se fait ramasser dans le dos, dans le dos de sa voiture, dans l'arrière de sa voiture par Kyle Kirkwood, il se ramasse dans le bac à gravier dans le virage numéro 3. S'il y a un accident, il se fait percuter de plein fouet. OK, il est dans le bac à gravier, mais c'est pas comme s'il était sur le côté de la piste dans un virage très lent. Moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Et Marcus Ericsson ensuite, même situation, mais juste avant de tomber dans le fameux virage, le corkscrew, c'est une montée à l'aveugle et il a perdu le contrôle et la moitié de la voiture était en plein milieu de la piste. Et le virage et la pente, comme j'ai dit, c'était à l'aveugle et on l'a bien vu, ils ont mis une caméra dans la voiture d'un autre pilote en voyant comment il montait, puis jamais tu le vois à part au dernier instant. OK, il n'était pas directement dans la ligne de course, mais s'il y en a un qui décide d'y aller côte à côte, le percute de plein fouet, là. Et ça me gosse. Ça me gosse et ça a fait réagir beaucoup. Marcus Ericsson sur Twitter l'a mentionné qu'il ne comprenait pas pourquoi ça avait pris 3 tours avant qu'on décide de donner un drapeau jaune. OK, peut-être qu'on l'espérait qu'il soit capable de repartir sa voiture pour reprendre la piste ou reprendre son air d'aller, mais on ne l'a pas fait et on attend quoi? Je comprends pas. Je comprends pas et c'est un manque de constance et ça aurait été une façon. Pourquoi désavantager ceux qui ont pris la chance de s'arrêter avant, au-delà de la sécurité? Il y a une raison que c'est là. S'il y a une neutralisation, c'est parce qu'il y a un problème de la sécurité. Pourquoi tu dois attendre 2 tours ou 1 tour pour le faire? Sur Oval, s'il y a quelqu'un qui touche le mur moindrement, il donne le drapeau jaune. On l'a vu en Iowa il y a 2 semaines, ça a désavantagé quelques pilotes, dont Joseph Newgarden, dont David Malukas, mais là, à Laguna Seca, on ne le fait pas. Donc, ça me chicote drôlement. Bien hâte de voir ce qu'on va faire pour la suite des choses dans la série IndyCar. Voici le top 10 de cette course de Laguna Seca. Le premier, Alex Palou devant Christian Lundgaard et Colton Herta. Pato O'Ward, Scott Dixon, Callum Ilott, Will Power, Marcus Armstrong jusqu'à 8e. Christian Rasmussen, 9e, et Scott McLaughlin, 10e. Ça fait le tour du top 10 de la course qui m'amène maintenant au championnat des pilotes, en fait, qui est toujours dominé par Alex Palou. Palou qui va chercher sa 8e victoire de la saison sur 14 courses, c'est assez incroyable, on va se dire. 590 points depuis le début de la saison. Deuxième, Pato O'Ward qui en a 2 victoires, une en Iowa et une du côté de Toronto, est à 121 points de retard d'Alex Palou. Scott Dixon, qui est 3e maintenant, a grimpé en haut de Kyle Kirkwood par rapport au classement avant cette course-là, a une victoire en Mid-Ohio, est à 198 points de retard d'Alex Palou. C'est énorme, énorme.
Kirkwood qui a 3 victoires est à 213 points. Suivant, Christian Ogard, Felix Rosenquist, Colton Herta, Marcus Armstrong, Will Power et David Malocus qui complètent le top 10 du championnat. Comme vous pouvez voir, 121 points d'écart. Il reste 3 courses, là. À moins d'une grosse malchance de Palou du côté de Portland et un miracle de Pato Ward. Mais même là, même s'il ne va pas chercher grand point, tu réduis l'écart peut-être à 80. Ça veut dire que ça prendrait 3 courses comme ça, puis Pato n'a pas le choix de gagner. Parce que là, c'est une course à 2. Scott Dixon est éliminé pour l'instant, donc... ouais, ça va être le fun à suivre pour la suite des choses dans cette saison, mais dans le cas de Palou, c'est une question de temps. C'est même pas impossible que ça se règle du côté de Portland lors de la prochaine course, le 10 août prochain. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de domination dans la série IndyCar. Autre point, je n'ai pas parlé souvent de la série IndyNext. IndyNext qui est juste en dessous de la série IndyCar. Si on peut, en termes de hockey, parce que c'est un peu mon monde à moi aussi, ben, c'est comme la Ligue américaine, si on veut, pour le Canadien ou le Rocket de Laval. Mais Dennis Auger, que sur Fox, on a qualifié de Norwegian Nightmare, le cauchemar norvégien. Parce qu'il avait gagné 4 des 5 premières courses de la saison dans la série IndyNext. On s'est dit, bah, c'est fait. Il va se faufiler avec le championnat avec aisance. Et contre toute attente, un pilote qu'on s'attendait justement à être dans la conversation pour le championnat, qui a été très calme en début de saison, Kyle Collett a remporté 2 fois les courses cette fin de semaine à Laguna Seca. C'est un programme double pour la série IndyNext et il a remporté une course à Road America. Maintenant, il est à 42 points de retard sur Dennis Auger. Donc, je pense, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu gagnes le championnat, tu as une bourse pour être capable de passer en IndyCar l'année suivante. Pour moi, c'est une évidence que Dennis Auger va se retrouver en IndyCar, probablement avec Andretti l'année prochaine, à suivre si ce sera le cas exactement pour ça. Mais Kyle Collett, la manière qu'il fait ça, le pilote brésilien, c'est pas impossible, là. Pas impossible qu'il gagne le championnat avec 42 points d'écart. Donc, et c'est une première fois cette année que, dans le cas d'Auger, a fait une bourde. S'est fait dépasser par son coéquipier Lucky Hughes. Et le fait avant le dernier virage à une relance, tu n'avais pas le droit de faire ça. Donc, il y avait une pénalité à venir dans le cas de Lucky Hughes. Il a forcé la chose pour essayer de reprendre sa position au deuxième virage. Et les 2 pilotes coéquipiers ont eu un contact, ce qui fait que la course s'est terminée comme ça pour Dennis Auger. Donc, ça a permis à Kyle Collett, qui a gagné les 2 courses, de ramener l'écart à 42 points. Du côté des autres séries, dans le monde, du côté de la Formule 1, on était de retour en piste à Spa-Francorchamps et c'est Oscar Piastri qui a remporté la victoire en Formule 1. Max Verstappen a gagné la course sprint lors de la fin de semaine. La course qui a été retardée encore par... c'est tout le temps la même chose du côté du Spa-Francorchamps. Toujours la température. Et là, on a décidé de retarder la course d'environ 90 minutes en raison des conditions météorologiques. Oui, on a des pneus pluie, des pneus intermédiaires, mais on n'a pas pris de chance parce qu'il y a déjà eu des incidents malheureux du côté de Spa-Francorchamps en raison de le manque de visibilité ou tout ça. Et Oscar Piastri accentue son avance au championnat des pilotes en Formule 1 à maintenant 16 points, si je ne me trompe pas. Et du côté du NASCAR, on était à Indianapolis lors du dernier week-end et c'est le pilote Bubba Wallace qui est allé chercher une première victoire en 100 courses pour s'assurer d'une place du côté des séries du NASCAR, remporte le Brickyard 400 du côté d'Indianapolis. Donc, des belles images. Ça a été une victoire extrêmement populaire dans cette série-là parce que c'est un ami de probablement tout le monde des pilotes. On les a vus venir le saluer lors du tour pour amener la voiture. Et on l'a vu en larmes avec son enfant et tout ça. Mais c'était une victoire populaire, une première en 100 courses. Ça fait beaucoup, là. C'est 36 courses de mémoire, une saison du côté du NASCAR. Donc, ça faisait un très long moment que Bubba Wallace n'avait pas signé une victoire dans la série de la Coupe, la NASCAR Cup Series du côté du Stock Car aux États-Unis. En terminant maintenant, la série IndyCar est en pause pour la prochaine fin de semaine, se dirige du côté du Portland International Raceway.
C'est la prochaine course, c'est la dernière course de la saison du côté d'un circuit routier ou de ville. Ça va être le 10 août, la prochaine course dans la série IndyCar. Juste pour vous dire que depuis 2020, il y a seulement 3 pilotes qui ont remporté cette course. Scott McLaughlin en 2022, Will Power en 2024 et les 2 autres années, en 2021 et en 2023, c'est le meneur en championnat actuel, Alex Palou, qui a remporté 2 fois la course de Portland. Donc, ça aura lieu le 10 août prochain du côté de l'Oregon à Portland. Donc, c'est ce qui met un terme à ce 10e épisode du Balado 500 Gasoline Alley. Merci d'avoir été là et à bientôt.